Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux afin de regarder vers l'avant. On connaît le carré d'as, les quatre équipes qui vont s'affronter dans le cadre des finales d'association de la NFL. Mais avant ça, on va recevoir le demi-défensif des Commanders de Washington, le Québécois et Montréalais Benjamin Saint-Just. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Benjamin, lui parler de la belle saison, de la surprise que les Commanders ont causé le week-end dernier en défaisant les Lions au Ford Field. Alors, écoutons mon entretien avec Benjamin Saint-Just. Benjamin, tout d'abord, dis-moi comment les choses se sont passées depuis votre victoire à Détroit au Ford Field contre les Lions. Euh, Honnêtement, on est vraiment resté très, très focus. Didier, pour pas te mentir, je pense qu'on c'est une des raisons pourquoi on s'est rendu aussi loin dans les séries éliminatoires, c'est qu'on focus toujours sur le match prochain, dans le fond. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui nous parlent du Super Bowl, qu'on y manque seulement un match et tout, mais Dan Quinn, à chaque jour, nous rappelle que son slogan, c'est comme on dit, la prochaine bataille qui est importante, c'est seulement la semaine prochaine, comme on dit. J'essaie de traduire un peu, mais dans le fond, c'est The next battle that's important is the one in front of us. Donc en ce moment, on est super focus sur les Eagles pour ce dimanche qui arrive, parce qu'on sait qu'on est justement un match près d'avoir notre ticket pour le Super Bowl. Donc c'était une super belle victoire. On a bien célébré qu'on est revenu ici à Washington, D.C. Puis après, c'était un quick turnaround. On a commencé à focuser, à regarder sur notre game plan pour les Eagles. On les connaît bien. On est 1-1 contre eux. Ils ont gagné un match en saison régulière. On a gagné un match. Mais je pense qu'on est très confiants. Puis je pense qu'on s'est amélioré depuis la saison régulière en tant qu'équipe. Donc, ça va être un bon match pour nous. Oui, définitivement. Je vois déjà, bon, vous regardez de l'avant, naturellement, comme tu viens de le mentionner, vous avez commencé votre préparation pour les Eagles, mais je veux retourner en arrière, là, parce que samedi, je pense que vous avez fait vibrer plusieurs fans de la NFL là, à travers le monde, à travers l'Amérique du Nord, avec cette belle victoire contre les Lions de Détroit. Dis-moi, toi, comment tu as vécu justement cette victoire, et puis à quel point vous étiez confiant, justement, lorsque vous êtes présenté au Ford Field afin de causer de surprise et de l'emporter. Moi, personnellement, puis je pense que je peux parler aussi pour l'équipe au complet. On était super confiants qu'on allait gagner contre les Lions. C'est sûr que à l'extérieur, le bruit que les Lions ont fait depuis le début de la saison, super bonne équipe, classée première dans la NFL, des super athlètes partout en offense, défense et unités spéciales. On savait que ça allait être une bonne partie contre nous, mais j'avais aucune idée, honnêtement. Je peux pas te mentir, j'avais aucune idée qu'on allait scorer 45 points contre la meilleure équipe de la NFL à ce moment-là. Mais comme je t'ai dit, sur les trois phases, on les a dominés. Sur les unités spéciales, ils ont rien pu faire. En offense, Ben Johnson, oui, avait des très bons jeux, avait des jeux qu'on n'avait pas vus avant en défense. Il a eu la chance de scorer sur un jeu truqué avec Jameson Williams. Mais en offense, Cliff Kingsbury et Jaden Daniels ont exécuté du premier quart jusqu'au quatrième quart. Puis justement, quand on a une formule comme ça qui fonctionne du premier quart jusqu'au quatrième quart, je pense pas qu'il y a aucune équipe qui peut vraiment nous arrêter dans la NFL. Ouais, ben là, tu viens de mentionner le nom de Jaden Daniels, qui est sensationnel depuis le tout début de la saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? Parce que nous, on le regarde durant les rencontres et une chose qui saute aux yeux, c'est à quel point il est calme. Il est toujours en contrôle de ses émotions. C'en est vraiment incroyable pour un joueur recru qui en est à sa première année. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Daniels, justement, puis à quel point qu'il doit t'épater, là, qu'il doit t'impressionner aussi, j'imagine? Ben justement, tu as utilisé le bon mot épaté. C'est depuis que j'ai rencontré Jaden au mois de mai, à chaque fois que je le vois dans des situations cruciales, dans des situations difficiles, je me dis, moi, en tant que recrue, ça m'a pris un peu de temps à justement trouver des stratégies, comment réduire mon niveau de stress et puis focuser sur ma responsabilité et comment justement faire ma job correctement avec tout le bruit extérieur et tout. Ça m'a pris un peu plus de temps. Puis j'ai commencé à être beaucoup plus calme et confortable dans la NFL. Jalen est arrivé dans la NFL et c'est comme si c'était naturel pour lui.
Mais là, j'ai commencé un peu à voir un peu son processus. C'est un jeune qui est très, très, très bien encadré. C'est quelqu'un qui s'est accroché à des vétérans comme Bobby Wagner depuis le début. Lui et Bobby viennent du même quartier en Californie. Donc, je pense que Bobby a pris la décision justement de mentorer, d'être un mentor pour Jaden Daniels depuis le début. Puis on sait que le résumé de Bobby Wagner est incroyable. C'est un joueur très, très professionnel. Donc, je pense qu'il y a passé ses valeurs un peu et puis c'est son processus de comment justement approcher sa carrière de la NFL et comment se préparer avec Bobby. Mais je pense que naturellement, Jaden est un joueur qui est super calme, confortable. Puis je pense que c'est ça la grosse différence entre lui et les autres carrières de la NFL. Surtout en série éliminatoire. C'est dans les moments cruciaux comme ça, dans les moments où tu as besoin d'exécuter et d'être discipliné. Jaden Daniels, à chaque fois, est capable de reproduire le même processus d'utiliser la même technique et de ne pas stresser. Honnêtement, c'est une des grosses raisons pourquoi où on est en ce moment en championnat de conférence avec Jaden Daniels. Donc moi, j'ai toute la confiance avec. Puis je pense que toute l'équipe est super confiante parce qu'à chaque fois que, disons, on perd par, disons, 3 points ou un touché, on a besoin d'aller scorer pour gagner le match. Puis c'est Jaden qui est sur le terrain avec le ballon. Tout le monde relaxe, tout le monde parle, tout le monde regarde le jeu. Il n'y a personne qui est tout tense parce qu'on sait déjà qu'il va livrer la marchandise. Donc, c'est un super beau feeling d'avoir une carrière de haut niveau comme ça. Ouais, puis c'est quoi l'engouement qu'il y a à Washington? Parce qu'on sait, l'organisation est riche en tradition, mais les 25 dernières années ont été très difficiles. Pour toi-même, là, tu participes aux éliminatoires pour la première fois de ta carrière. Comment est l'engouement à Washington? Je peux juste m'imaginer que ça doit vraiment être incroyable, là, avec les succès que vous connaissez. Ah ouais, c'est incroyable, honnêtement. N'importe quand qu'on se présente à l'extérieur, en public, on sent l'énergie des fans, que ce soit un restaurant, un bar, que ce soit à l'épicerie, à la station de gaz. Les gens vont laisser savoir que, justement, ressusciter un peu, j'essaie de trouver les mots, la motivation, puis l'amour pour l'équipe. Comme tu dis, ça a été difficile pendant les 25 ans, mais les fans sont jamais partis. Ils ont pris une pause, ils ont justement peut-être perdu un peu espoir quelques années, mais ils sont toujours restés ici. Puis comme tu dis, je pense que Washington était l'équipe justement nationale, était l'équipe de l'Amérique avant les Dallas Cowboys. Puis je pense qu'en ce moment, on est en train de ramener justement cette énergie-là à la ville. Puis on le sent, là. Tout le monde est à l'arrière de nous, tout le monde nous supporte, tout le monde est présent. On a eu beaucoup de matchs qui ont été sold out cette année. Puis là, je pense qu'on a créé justement aussi comme on dit, un home field advantage où on peut avoir les fans qui nous aident justement à créer du bruit quand on joue contre des équipes adverses à la maison. Ce n'était pas le cas les 3 dernières années pour moi. La plupart du temps, quand on jouait contre les Eagles ou Dallas ou les Bills, où les partisans voyagent très bien, justement, ces partisans-là de l'équipe adverse prenaient contrôle de notre stade, mais cette année, c'est pas le cas. Ouais, ben justement, puis pour toi, qu'est-ce que ça représente, là? Tu sais, tu viens de parler de tes 3 premières saisons dans la NFL. Vous n'avez pas été en mesure de participer aux éliminatoires. Il n'y avait pas d'attente face aux Commanders, vraiment, du côté des partisans avant le début de la saison. Puis là, vous vous retrouvez à une victoire du Super Bowl. Mais toi, d'avoir la chance de participer aux éliminatoires pour la toute première fois de ta carrière et te retrouver dans cette situation, qu'est-ce que ça représente là, pour toi? Comment tu vis tout ça? Honnêtement, je suis super choyé, puis j'apprécie chaque moment parce que je vois comment c'est tellement difficile justement de se rendre au niveau où on est en ce moment. Ça prend tellement de sacrifices, ça prend tellement de bonnes décisions, que ce soit côté coaching ou côté joueur. Depuis que j'ai commencé à jouer au football américain ici aux États-Unis en 2017 avec l'Université du Michigan, j'ai jamais eu une présence en série éliminatoire ou dans un championnat. Oui, j'ai gagné des bowl games, mais ça, c'est très différent des séries éliminatoires. Donc, de mes 4 ans au niveau collégial, plus mes 4 ans, mes 3 ans dans la NFL, j'ai jamais eu la chance de me présenter à un match des séries éliminatoires. Et puis là, ma quatrième année
avec les Commanders. On a déjà gagné 2 matchs de série éliminatoire. Et puis, comme tu dis, on est à un match d'aller au Super Bowl la semaine prochaine, après le match de conférence contre les Eagles. Donc, ça montre un peu le processus, les sacrifices, la discipline, le travail que je dois mettre. Puis je pense que c'est quelque chose qui est super bon d'ajouter à mon résumé. Comme ça, je vais pouvoir utiliser justement ces outils-là dans le futur euh, pour justement retourner aux séries éliminatoires. J'avais aucune idée vraiment qu'est-ce qu'on avait besoin justement pour faire ce prochain saut-là. Mais je pense que collectivement, avec le coaching staff, justement, les nouveaux propriétaires et tout le monde a mis un peu de leur, justement, de leur connaissance, l'information, puis justement de leur discipline, puis ça a créé justement la chimie qu'on a en ce moment cette année, vraiment. Là. Je pense que une des choses que Dan Quinn dit beaucoup, puis on a essayé de mettre de l'emphase, c'est que notre brotherhood, comment on pourrait dire ça? La C'est fraternité quoi au sein de l'équipe. fraternité, exactement. Notre fraternité, parce que sur papier, la majorité du temps, on n'a pas, on n'est pas l'équipe avec la meilleure défense, côté la meilleure défense, la meilleure offense ou les meilleures unités spéciales, mais notre fraternité ensemble est toujours meilleure que l'autre équipe. Puis je pense que c'est ça, on met beaucoup de valeur sur ça, qu'on est beaucoup plus proche, on a une meilleure chimie, fraternité que les autres équipes de la NFL. Puis dans des moments comme ça cruciaux, ça se voit. Ouais, avant de se quitter, écoute, il faut que je te parle des Eagles de Philadelphie. Tu le mentionnais il y a quelques minutes, vous les connaissez bien. Naturellement, c'est une rivalité naturelle. Ce sont des rivaux de section. Mais défensivement, qu'est-ce que vous allez devoir faire afin de connaître du succès, justement, là, d'obtenir un billet pour le Super Bowl? Saquon Barkley est tout à fait sensationnel, plus de 200 verges au sol, encore une fois la semaine dernière contre les Rams. Alors, c'est quoi vos priorités défensivement? À quel point tu es confiant que vous allez être en mesure de l'emporter et d'accéder au Super Bowl? Ben, tu l'as mentionné, la priorité, c'est d'arrêter le numéro 26. Il faut l'éliminer, il faut réduire ses performances, puis l'impact qu'il va avoir sur le match. D'après ce qu'on a vu du match contre les Rams, Jalen Hurts va devoir nous montrer qu'il est en santé pour courir. Je pense qu'il y a quelques blessures ici par-là de quelques joueurs des Eagles. Yep, en fait, ça a été la mission de toutes les équipes de la NFL cette année d'arrêter Saquon Barkley. Donc, on va devoir trouver la formule magique justement pour l'arrêter en fin de semaine. Donc, c'est notre priorité d'arrêter le numéro 26. Comme ça, on va pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. Ben, Benjamin, écoute, je te souhaite la meilleure des chances dimanche contre les Eagles. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se voir à la Nouvelle-Orléans, que tu seras sur le terrain. Écoute, encore une fois, je te souhaite la meilleure des chances. Je te remercie de nous avoir consacré de ton temps. Je sais à quel point ton horaire est chargé. Puis, écoute, il y a plusieurs amateurs de football du Québec qui sont derrière toi. Puis, on a hâte au botté d'envoi de la rencontre contre les Eagles dimanche. Parfait. Merci beaucoup, Didier. Parlons justement des Commanders, Didier, qui seront à Philadelphie pour le match de championnat de Mhm. l'Association nationale. La rencontre est prévue à 15 heures dimanche. C'est un premier affrontement éliminatoire entre ces deux formations depuis 1990. J'avais 5 ans. Oui, ben, oui, ça, écoute, bon, du côté de Washington, on sait les débats qu'on a eus là, au cours quoi, des 25 dernières années, depuis que Dan Snyder est le propriétaire. J'ai hâte à cette rencontre-là. J'ai tellement hâte. Ce sont des rivaux de section, c'est une rivalité naturelle. Et ça va être le troisième affrontement, Marc-André, entre ces deux formations. La dernière fois qu'on s'était affronté, eh bien, Jaden Daniels était allé d'un tour de magie afin de permettre à Washington de l'emporter. Mais on avait été victime de plusieurs revirements. Je me souviens bien, c'est quoi, de 5 revirements qu'on avait été victime du côté des Commanders lors de cette rencontre. Puis on avait quand même été en mesure de l'emporter de façon spectaculaire. Alors, je me dis que du côté de Washington, on doit être très confiant, là, même si on s'en va à Philadelphie, on connaît bien cette équipe-là. Là, on doit se dire, hey, on a fait cadeau du ballon aux Eagles tout au long de la rencontre, la dernière fois qu'on les a affrontés. Et malgré tout, on a été capable de l'emporter. Alors, tu as entendu les propos de Benjamin Saint-Just qui a dit que la priorité, naturellement, ça va être de tenter de ralentir Saquon Barkley.
Mais j'aime les Commanders lors de cette rencontre parce qu'ils n'ont pas de complexe face aux Eagles. Ils les connaissent bien. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ça. Mais d'abord et avant tout, on va devoir éviter les revirements. Hein. Comme je viens de le dire, ça n'avait pas été le cas lors du dernier duel entre les deux équipes. On l'a vu lors des matchs éliminatoires là, au cours du week-end dernier. L'équipe qui a gagné la bataille des revirements ben, a remporté les matchs. Et puis les Commanders, ils le savent parce qu'ils ont été en mesure d'en provoquer contre les Lions de Détroit. On a quand même donné plus de 500 verges en défense à l'attaque des Lions. On a inscrit 31 points. Et lors du premier match, du dernier match, pardon, contre les Eagles, on avait inscrit quand même 22 points au quatrième quart. C'est assez important, ça. Sauf que par contre, côté des Eagles, on dirait que quand on se souvient, hein, Jalen Hurts avait quitté la rencontre pour suivre le protocole des commotions. On a vu que l'attaque avec Kenny Pickett était devenue anémique un peu durant la rencontre. Fait que ça pourrait changer. Quoique Jalen Hurts, on s'en reparlera dans quelques instants. Je suis pas convaincu qu'il est au sommet de sa forme, mais oui, tu as parlé de Saquon Barkley. Saquon Barkley a récolté 296 verges en 2 matchs contre les Commanders, 4 touchés au sol cette saison. Euh, J'espère que Kellen Moore ne l'oubliera pas dans le plan de match parce que contre les Rams, on dirait que Saquon était là, puis Saquon, on l'avait un peu laissé de côté, ce qu'on devrait pas faire parce que Saquon Barkley, c'est l'arme à l'attaque, c'est le joueur qui fait la différence chez les Eagles présentement. C'est avec Saquon Barkley qu'on va se rendre en finale du Super Bowl. Oui, surtout à la fin de la rencontre, les Eagles qui devaient essayer d'écouler le temps, puis on n'a pas couru avec Saquon Barkley contre les Rams. Ça a été vraiment surprenant. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de ça en tant que partisan des Eagles. Dis-moi donc, comment tu as vécu justement cette rencontre contre les Rams, et surtout que Matthew Stafford et Los Angeles, ben, ils avaient l'occasion, là, ils menaçaient en fin de rencontre. C'est heureusement pour ton équipe que Jalen Carter s'est levé puis il a fermé la porte. Là. Vous voulez que je sois parfaitement honnête avec vous? Oui, absolument. Écoute, j'ai une petite famille, hein, on s'était sur l'heure du souper, puis lorsque Saquon Barkley a inscrit son toucher avec quoi, une 4 minutes à faire, j'ai dit, bon, je peux aller souper en paix. Puis j'avais des amis qui m'ont texté en me disant, oh, le match n'est pas terminé, fait que, alors j'ai réouvert la télé pour voir la fin de match, mais oui, j'avais pris vraiment les Rams pour acquis, je m'en excuse, parce que finalement, on a eu une fin de match, on a eu une séquence à la Matthew Stafford en fin de match, le toucher de Colby Parkinson, puis par la suite, ça a pris vraiment Jalen Carter, la défense s'est levée au bon moment parce que on a vraiment joué avec le feu. Le catch de Puka Nakua, il y avait quelque chose qui se passait avec les Rams en Oui. fin de match. On a failli l'échapper du côté des Eagles. Oui, effectivement. En tout cas, heureusement, comme tu viens de mentionner, Jalen Carter a fait des jeux. Tu as mentionné à quel point Washington, malgré les revirements dont on avait été victime la dernière fois qu'on a affronté Philadelphie, on avait amassé beaucoup de verges du côté de l'attaque des Commanders. Mais défensivement, on a vu, là, on a provoqué des revirements contre les Lions de Détroit. Mais je crois qu'on va encore une fois devoir voler des possessions justement aux Eagles de Philadelphie parce que la défense des Commanders contre le jeu au sol, elle a eu des ennuis durant la saison régulière. Moi, c'était une des raisons pour laquelle j'avais choisi Détroit afin de l'emporter, le fait qu'on avait de la difficulté contre le jeu au sol et que Brian Robertson et l'attaque terrestre des Commanders n'a pas bien terminé la saison régulière. On a été capable de provoquer des revirements. Là, la question est de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose contre les Eagles de Philadelphie. Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir parce que Jalen Hurts, on l'a vu, hein, il s'est blessé un genou, au genou gauche, là, au cours de la rencontre contre les Rams. Il est revenu dans le match, on ne l'a pas vu. Il était mobile, mais il ne semblait pas à l'aise lorsqu'il est revenu dans la rencontre. Donc, ça va être quelque chose à surveiller, là, son état de santé au cours de la semaine. Mais en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir justement est-ce que la défense de Washington pourra répéter la performance qu'elle a eue au Ford Field. On l'a cuisiné, les reporters à Philadelphie, après la rencontre, ils l'ont cuisiné, hein, Jalen Hurts, en posant quelques questions sur son genou, puis tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était je vais être présent au prochain match. On verra un match à la fois. C'est pas convaincant. Je pense qu'il n'est pas au sommet de sa forme. Puis on l'a vu vraiment. Il a fait des jeux, mais lorsqu'il était le temps de prendre des décisions de courir avec le ballon, c'était plus difficile. Il a pris des sacs également, il était victime de sacs du corps dans la rencontre. Je pense que ça a joué vraiment, surtout en fin de match là. Je pense que ça a joué cette petite blessure là. Je pense n'est pas au sommet de sa forme. Puis déjà, qu'il connaissait pas, disons, une bonne fin de saison, ben je pense que
il y a de quoi s'inquiéter du côté des Eagles en ce moment, puis de Jalen Hurts. Ouais, l'attaque aérienne, encore une fois, elle n'a pas connu un grand match. Bon, c'est vrai qu'après s'être blessé un genou, il n'était pas capable là, de s'enlever du chemin de la pression. Mais tu sais, A.J. Brown, hein, il a créé une controverse la semaine précédente en lisant son livre sur les lignes de côté. Mais là, il a échappé des passes ça aussi contre les Rams. Il n'a pas connu un grand match. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça là, en tant que partisan de Philadelphie? Mais c'est sûr que bon, là, il y a la température là. Le premier quart était l'été, on dirait, puis le reste du match était l'hiver. Non, non, mais ça pour dire que c'est un manque de concentration. Je pense que ouais, AJ Brown a capté j'ai lu une statistique comme quoi que c'était les premières passes échappées je pense de la saison pour AJ Brown, quelque chose du genre. Il en échappe pas beaucoup, mais oui, il en a échappé à des bien mauvais moments. Euh, c'est pas l'attaque des Eagles, c'est pas convaincant. Hein. On a encore gagné, on en fait juste assez, on dirait, pour l'emporter. C'est quand même drôle de voir avec toutes les stars qu'on a à l'attaque, tous les joueurs vedettes, les Hurts, les Browns, les Smith, les Barkley. On va encore une fois devoir s'en remettre à la défense contre les Commanders et Jaden Daniels. C'est quand même fou de savoir que c'est la défense qui risque de faire la différence. Quinion Mitchell a quitté la rencontre, il a dit qu'il était correct, que c'était pas si grave que ça, qu'il devrait être à son poste. Mais il faut pas oublier qu'il s'était fait brûler par Terry McLaurin quelques fois, donc pour un long touché lors du dernier match aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir s'il sera lui aussi au sommet de sa forme. Puis, ouais, c'est ça. Je pense encore que ça va être ça va être la défense des Eagles qui va devoir faire la différence. C'est un peu impensable quand on pense au début de la saison, on disait que cette attaque-là allait faire flèche de tout poids. Oui, surtout que la défense des Eagles, elle en arrachait un 6-3 en première moitié de saison. Elle s'est améliorée. On a assimilé finalement le système de jeu du coordonnateur Vic Fangio. Tu as mentionné le nom de Quinnen Mitchell. Tu sais, les joueurs, là, durant la semaine, ils nous disent tout le temps, oui, oui, je vais être là, je vais être en mesure de jouer. Puis des fois, la rencontre arrive, là, ah, finalement, le nom du joueur est rayé de la Mhm. formation. Moi, j'avais appris ça il y a très longtemps de ça avec Jamel Richardson des Alouettes à l'époque, receveur de passe vedette. Je me souviens pas c'est quoi la nature exacte de la blessure qu'il avait. Toute la semaine, il n'arrêtait pas de nous dire ouais, ouais, je vais jouer, je vais être correct, je vais être correct. Là, on avait rapporté, en tout cas, moi, j'avais rapporté qu'il allait jouer. Là, finalement, il n'avait pas été en uniforme. Ça, c'est à mes débuts. Puis c'est là que j'avais pris la leçon de jamais te fier aux joueurs parce qu'eux, ils vont tout le temps te dire qu'ils vont jouer. Alors, il faut toujours prendre ça un peu avec un grain de sel lorsque le joueur a subi une blessure. Mais bon, on a parlé de la défense des Eagles. Là, ça va être tout un défi contre Jaden Daniels. Ouais. La défi l'a déjà affronté 2 fois. Mais moi, Daniels, puis j'en parlais avec Benjamin, il ne cesse de m'épater. Parce que moi, sincèrement, je ne croyais pas qu'il allait pouvoir, encore une fois, là, jouer de la façon dont il l'a fait à Détroit, avec la foule bruyante. Le jour ça, j'en parlais tout à l'heure, qui a pratiquement été inexistant du côté des Commanders à la fin de la saison régulière, même lors du premier tour éliminatoire contre les Buccaneers de Tampa Bay. Brad Robinson contre Détroit a été en mesure d'y aller de quelques bonnes courses. Il a été suffisamment productif. Mais là, Jaden Daniels à Philadelphie contre cette excellente ligne défensive des Eagles. Et puis, il va nous manquer un joueur là, du côté de la ligne à attaque des Commanders qui s'est blessé la semaine dernière. J'oublie le nom, son nom m'échappe, mais il ne sera pas de la formation. Alors ça va être quelque chose à surveiller parce que contre Jalen Carter et compagnie, est-ce qu'on va pouvoir offrir une bonne protection à Jalen Daniels? Puis si on n'est pas capable de le faire, est-ce que Daniels va pouvoir, avec ses jambes, effectuer sa magie? Parce que contre les Lions, il avait énormément de temps afin de repérer ses receveurs. On connaît la situation en défense de Détroit avec les nombreux blessés qu'on avait. On était incapable de déranger Jaden Daniels. Je le trouve incroyable, moi aussi, Jaden Daniels. Il y a cette une petite fibre intérieure là, des grands joueurs qui se lèvent, qui connaissent leurs meilleurs moments dans les moments les plus importants. C'est ça qui fait, c'est les caractéristiques d'un champion, c'est ce que Tom Brady avait et les grands joueurs ont. Et je pense que Jaden Daniels a ce petit côté-là fait qu'il je serais pas convaincu, je serais pas surpris les Commanders vont, avec Jaden Daniels, je serais pas surpris de les voir remporter un titre du Super Bowl un jour. Mais tout ça pour dire que pour le moment, j'ai vraiment adoré son match contre les Lions, moi aussi. Je l'ai trouvé dans son processus décisionnel, il était efficace, il a repéré. En fait, il a pris quasiment toutes les bonnes décisions. Puis ça, c'est la marque
d'un grand joueur. Il faut pas oublier que c'est une recrue qui vraiment n'est vraiment pas impressionnée par le moment en ce moment. Là. Par le moment en ce moment. C'est un peu ordinaire, mais bon. Ouais. On comprend qu'est-ce que tu veux dire. Mais non, ce qui cesse de m'impressionner également, c'est la confiance que Dan Quinn a Ouais. en son jeune carrière. Là. Tu sais, il n'hésite pas là, en quatrième essai, il met le ballon dans les mains de Daniels, que ce soit avec une course, avec une passe. En tout cas, on va voir si les Commanders seront en mesure de nous surprendre et si Benjamin Saint-Just ben, aura l'occasion de participer au Super Bowl pour la toute première fois de sa carrière. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Je choisis les Commanders. J'y vais avec mon cœur là maintenant, OK? La semaine dernière, j'avais choisi les Lions, mais là, j'y vais avec mon cœur, étant donné que Washington et Saint-Just ne sont plus qu'à une victoire du match ultime. Je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas avoir l'occasion de regarder un deuxième Super Bowl avec un Québécois qui va y participer, comme ça avait été le cas il y a 5 ans lorsque Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs avaient défait les 49ers lors du match ultime. Alors, je choisis une victoire dans un match très serré contre les Eagles de Philadelphie pour les Commanders. Il y a beaucoup de points qui me font hésiter pour les Eagles. Je suis vraiment pas confiant, mais je vais choisir les Eagles Mm. quand même. Saquon Barkley a une moyenne de 138 verges en carrière contre Washington. C'est la plus haute moyenne contre une formation de la NFL, Saquon. C'est sûr que Jaden Daniels pourrait devenir la première recrue à guider son équipe à une participation au Super Bowl, mais je pense pas que ça va arriver. Que la défense des Eagles va avoir le meilleur sur l'attaque des Commanders et que Saquon Barkley va piétiner la défense des Commanders. Je vais prendre les Eagles. Pourquoi? Parce que Didier, je suis un fan des Eagles de la tête jusqu'aux pieds, comme vous pouvez voir Au en ce pied, moment. Ouais, de la tête aux avec tes pieds. souliers. Mais objectivement, je pense que les Eagles vont l'emporter, mais ça va prendre une meilleure performance de Jaden Hurts parce qu'il n'est vraiment pas convaincant depuis le début, depuis son retour au jeu, en fait. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Là. En plus, il n'est pas en mesure. Parce que, tu sais, lors du début de la rencontre, on a couru beaucoup avec Hurts. Hein? Il a Mhm. connu du succès, étant donné que du côté de la défense des Rams, on se concentrait à tenter de ralentir Saquon Barkley. Alors, Hurts a été en mesure d'en profiter, mais là, s'il est ralenti par cette blessure à un genou, ça pourrait changer là, les choses du côté de l'attaque de Philadelphie. Bref, on va voir qu'est-ce qui va arriver dimanche après-midi. Ouais. Est-ce qu'on passe au duel tant attendu pour la quatrième fois en éliminatoire entre les Bills et les Chiefs? Ça se passera dimanche à 18h30. Pat Mahomes, lors des trois premiers duels éliminatoires, il a une fiche de 3 victoires, aucune défaite, donc il est parfait. Et j'ai bien hâte de voir si enfin les Bills vont pouvoir vaincre leur démon vêtu de rouge. Ouais, ils l'ont fait en saison régulière, on se souviendra. Ouais. Le match avait lieu à Buffalo, toutefois. Ben ouais, là, les Bills, finalement, ils avaient été capables de battre les Chiefs. Mais tout de même, là, ça avait été un match serré. Et puis, Josh Allen, écoute, il avait inscrit un toucher spectaculaire, on s'en souviendra, en courant. Alors, il avait dû mettre sa cape de Superman, comme j'aime dire, à la blague. Donc, ouais, écoute, j'ai hâte de voir ça, là, parce que les Bills m'ont surpris la semaine dernière la façon dont ils ont été en mesure de vaincre les Ravens de Baltimore en étant l'équipe la plus robuste sur le terrain. Moi, je croyais sincèrement que Baltimore allait gagner la bataille de la robustesse, mais non, ça n'a pas été le cas et la défense a été en mesure de provoquer des revirements. Alors maintenant, est-ce que pourra faire ça contre Patrick Mahomes? Les Bills qui avaient provoqué 32 revirements en saison régulière, ils étaient parmi les meneurs de la NFL à ce chapitre. Mahomes a connu un lent début de rencontre hein, contre les Mhm. Texans de Houston. Il n'avait pas décoché de passe hors d'un match depuis la journée de Noël. Là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas obtenu de temps de jeu. Moi, je croyais sincèrement qu'il semblait être rouillé. On l'a vu retrouver son air d'aller. Surtout, une fois qu'il s'est mis à cibler, bien sûr, Travis Kelsey, la chimie entre ces deux joueurs-là, était indéniable encore une fois contre les Texans de Houston. Mais j'ai hâte de voir ça, là. Mahomes attaque des Chiefs. Est-ce qu'elle va pouvoir connaître un meilleur début de rencontre qu'elle a connu la semaine dernière contre les Texans? On dirait que les Chiefs, c'est comme mon parcours scolaire dans la vie. On dirait qu'on en fait juste assez pour l'emporter. C'est un peu comme moi lors de mes études. Il y avait Je beaucoup me de contente. 60%, quoi? 60, Non, 65%? non, mais c'est ça. Avec comme les Chiefs, j'étais quand même bon à l'école. Les Chiefs sont quand même bons au football, mais Mhm. j'avais toujours 80, puis
Je me contentais de 80% au secondaire. Je me contentais de B+, par la suite, à l'université, au cégep. Bref, c'est un peu ça, les Chiefs de Kansas City, mais on finit toujours par s'en sortir et à être satisfait de nous-mêmes. Patrick Mahomes a juste Hmm. lancé pour 117 verges lors du dernier match. Il en a lancé 117 à Travis Kelce. Kelce, c'est son deuxième match seulement de 100 verges de la saison. On avait dit qu'il était peut-être il était commencé à ralentir, mais on voit que ces gars-là, quand les moments, dans les grands moments, dans les éliminatoires, ils ont encore ils ont encore du jus dans le réservoir, de l'essence dans le réservoir. Ça a peut-être fait du bien également à Travis Kelce, cette longue pause-là, avant de disputer un match éliminatoire. On a vu vraiment qu'il était revigoré. On a vu Taylor également qui était tout contente dans sa loge, dans les gradins. Mais ça pour dire que ouais, les Chiefs, on en fait juste assez. Mais je pense que je pense qu'on est tellement habitué de gagner en éliminatoire que c'est bien correct, qu'on sait ce que ça prend pour l'emporter. Et on a vu que Patrick Mahomes s'est levé au quatrième quart, Travis Kelce s'est levé au quatrième quart. C'est la marque des grandes équipes, selon moi. Est-ce que tes professeurs t'aidaient justement à avoir ton 80% comme les officiels aident les Chiefs et Patrick Mahomes? Parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, puis moi, je suis pas quelqu'un qui se plaint du travail des officiels régulièrement, en tout cas pas autant que certaines personnes, parce que, tu sais, je reconnais à quel point leur travail est difficile, à quel point ça va vite. Tu sais, j'ai la chance d'être sur les lignes de côté lors des matchs des Alouettes, puis ça va vraiment vite au football professionnel. Donc, leur travail n'est pas facile, ça, j'en suis conscient. Mais là, depuis le début de la saison, tu sais, cette année, c'est comme la nouvelle mode. Euh, Lorsque les carrières sont dans la pochette puis qu'ils sont saisis par le protecteur facial, on ne descend pas de pénalité. Mais là, pour ce qui est du cas des Chiefs, la pénalité de rudesse qu'on a donnée à Will Anderson Ouais, contre je Patrick suis Mahomes. d'accord. Après ça, quand Mahomes Ouais. a couru, là, il s'est jeté au sol. Puis là, les deux joueurs des Texans sont rentrés de un dans l'autre. Puis on a décerné une pénalité quand même. Puis le pire, je sais pas si tu avais vu ce jeu-là. Lorsque Mahomes courait, puis là, il était rendu près des lignes de côté, il a ralenti pour qu'un joueur des Texans le frappe. Puis là, il s'est mis à jouer la comédie. Mais heureusement, cette fois-ci, les officiels n'ont pas lancé de mouchoir. Il avait l'air d'un joueur de soccer là, qui faisait semblant d'être blessé ou presque. Je suis obligé de reconnaître que les gens ont raison, là, sérieusement. Là, mais c'est pas que les officiels aident les Chiefs, c'est que l'arbitrage est vraiment déficient du côté de la NFL. J'en parlais pendant toute la rencontre avec Mathieu et Bruno. Rendu où on en est là? On est en 2025 avec la technologie, toutes les caméras qui sont présentes dans les stades. Pourquoi on n'a pas recours à la reprise vidéo, surtout pour des pénalités de rudesse excessive contre le carrière lorsqu'il est dans la pochette? Pourquoi ne pas avoir recours à la reprise pour voir que, ah, ben finalement, c'est quoi, c'était pas une pénalité. Marc-André, on parle de pénalité de 15 verges, là. C'est énorme, là. Ce sont des gros morceaux de terrain que les Chiefs ont été en mesure d'aller chercher en raison de l'arbitrage. Toujours c'est ça, entre la comédie et ce qui est réellement arrivé. Des fois, tu sais, on en parlait, je crois que c'était lorsque, tu sais, on parlait de la blessure qu'avait subi Trevor Lawrence là, à la tête. Tu sais, on disait comme des corps comme Patrick Mahomes jouent avec ça, justement, à quel point qu'on surprotège les corps arrière. Parfois, on le voit, Patrick Mahomes fait feint peut-être de vouloir sortir en touche, mais finalement, oups, gagne 3, 4 verges, 2, 3 verges de plus pour aller chercher d'extra avant de sortir. Puis, tu sais, les défenses, les demi de coin et tout, le poursuivant, l'adversaire arrête de jouer. Patrick Mahomes en profite. Donc, il va falloir vraiment dresser une ligne peut-être plus précise que ça pour savoir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est une pénalité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais, non, c'est ça, c'est bien dit. Mais encore une fois, la technologie, on peut s'en servir là, de la reprise vidéo. Bref, moi, ça me dépasse. Écoute, la défense des Chiefs, elle a connu un match solide, encore une fois, contre les Texans. En fait, ce match-là, ça a été à l'image de la saison des Chiefs, hein. D'une certaine façon. On a eu un lent Mhm. début, mais comme tu l'as dit, on a fait suffisamment afin de l'emporter, mais la défense, George Karlaftis a réussi 3 sacs, notamment. Alors, est-ce qu'on peut répéter ça, là? Face aux Bills de Buffalo, qui, eux, ont une meilleure ligne à l'attaque en partant que celle des Texans de Houston. Mais c'est pas juste la ligne à l'attaque des Texans qui en a arraché, là. Parce que plusieurs des sacs qu'on a récoltés du côté des Chiefs, ça a été contre les porteurs de ballon et les ailiers rapprochés au sein de la protection. Donc, on a fait du bon travail afin d'attaquer la protection des Texans de Houston. Chapeau à Steve Spagnuolo, le coordinateur de l'unité défensive des Chiefs de Kansas City. Mais
une fois que tu te rends à Josh Allen, c'est différent toutefois. Il pèse près de Mhm. 250 livres. Il est plus costaud que CJ Stroud. Alors, des fois, tu peux te rendre à lui, mais là, c'est pas terminé parce que l'amener au sol, ben là, ça devient une autre aventure. Il est tellement combatif, tellement fort physiquement. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir cette confrontation-là. Puis, est-ce qu'on va pouvoir justement arrêter l'attaque au sol des Bills de Buffalo? Les Bills qui, moi, ne cessent de me surprendre avec la robustesse de leur jeu au sol. Souviens-toi, on a connu un fort match contre les Broncos de Denver avec notre attaque terrestre. Puis on a été capable de reproduire ça là, d'une certaine façon également la semaine dernière contre les Ravens de Baltimore, qui pourtant était la meilleure unité défensive contre le jeu au sol. On accordait en saison régulière en moyenne seulement Mhm. 80 verges au sol par rencontre. Malgré tout, les Bills ont été capables de courir au Arrowhead Stadium avec la foule bruyante. Ça va être primordial que Buffalo soit en mesure de courir avec le ballon contre la défense des Chiefs, mais je ne suis pas convaincu qu'on sera en mesure de le faire. So, la défense des Chiefs aussi, hein, Karlaftis, Chris Jones et compagnie, on semblait vraiment revigoré dans ce match éliminatoire après quelques semaines de congé. 8 sacs, tu l'as mentionné. Mais tu sais, du côté des Bills, on a quand même des armes. Tu as parlé qu'on a exploité les alliés rapprochés et les porteurs de ballon adverses, mais tu sais, du côté des Bills, on a un gars comme Dawson Knox, par exemple, qui est un allié rapproché qui est excellent en protection. Donc, je pense on a des outils. Tu sais, on dit que Dawson Knox, c'est plus l'allié rapproché pour la protection, tandis que Kincaid, c'est plus l'allié rapproché pour les en situation de passe. Bref, mais j'ai hâte de voir parce que le jeu au sol, t'en as parlé, des Bills, c'était assez impressionnant. J'adore Ray Davis. En passant, on parle de James Cook, on parle de Josh Allen. Pour une recrue, Ray Davis, je pense qu'il va être excellent dans le circuit. Euh, c'est ça qui est fascinant aussi, les Bills. On a trouvé une façon de gagner. Josh Allen n'a pas besoin d'enfiler sa cape de super-héros dans ce match-là contre les Mhm. Ravens pour l'emporter. Ça a été le jeu au sol qui a été la clé. Même Josh Allen a fait quoi, 127 verges par la passe seulement contre les Ravens, avec notre monstre à, disons, 4 têtes, avec Allen, Johnson, Cook et puis Davis. On a vraiment été excellent. On a vraiment utilisé on a vraiment couru contre les bâtons. On a couru contre la force des Ravens. C'est drôle parce que la force des Chiefs de la défense, on a vraiment été excellent contre le jeu au sol cette année du côté des Chiefs. Je pense même que c'était la meilleure unité ou c'était dans le top 3 dans la NFL. Donc, je ne sais pas si on va utiliser le même plan de match, si on va courir, on va y aller force contre force, on va courir contre le front défensif des Chiefs. Ça reste à voir. Ben, il faut essayer. Il faut que les Chiefs prouvent qu'ils sont en mesure d'arrêter l'attaque au sol des Bills de Buffalo. D'abord, avant tout, tu dois essayer de le faire là, du côté des Bills parce que c'est une des raisons des succès de Buffalo là, cette année, c'est que l'attaque est plus équilibrée qu'elle ne l'était lors des dernières années. Puis ça, c'est quelque chose que je disais, souviens-toi, durant le podcast, qu'on devait avoir un meilleur équilibre, surtout qu'on joue à Buffalo. Là, tu peux pas juste miser sur le bras de ton carrière à Buffalo en raison de la température soit qu'on est rendu bien à 106 de l'année. C'est qu'est-ce qu'on a fait là, du côté des Bills de Buffalo. Alors moi, j'ai hâte de voir ça. Puis ce que j'aime du côté de l'attaque de Buffalo, c'est quand on a besoin d'un jeu important, mais le ballon se retrouve tout le temps dans les mains de notre meilleur joueur, dans les Mhm. mains de Josh Allen. Ce soit quatrième essai, on va courir avec Josh Allen, y aller de la Une faufilade petite du pointe aux corps. Ravens Alors, peu ici. importe. Oui, 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 on va pouvoir parler là, dans quelques minutes des Ravens. On va faire le tour des 4 équipes qui ont été éliminées le week-end dernier. Alors, Une petite j'aime ça. pointe, Didier. Ouais, petite pointe, petite pointe. Tout ça pour dire que mon cœur est avec le Bills Mafia. Mon cœur est avec Ah, les Bills de Buffalo. Je vais choisir les Chiefs parce que je parie plus contre Patrick Mahomes. J'arrête de faire ça depuis le dernier Super Bowl. Je croyais sincèrement que les 49ers allaient gagner. Puis là, Mahomes, encore une fois, en prolongation, avait mené les Chiefs à la conquête du Super Bowl. Alors, mon cœur avec les Bills, officiellement, je vais choisir les Chiefs pour gagner. on n'a pas trop parlé de la défense des Bills. J'ai trouvé ça audacieux de la part de Sean McDermott de prendre le placement pour ensuite t'en remettre à sa défense parce que force est de constater que Lamar Jackson, ben, en deuxième demi, il a joué une excellente deuxième demi. Il a marqué des points sur toutes les séquences à l'attaque des Ravens. J'ai trouvé ça audacieux comme décision, mais bon, ça a porté fruit. Je ne sais pas si Patrick Mahomes, parce que du côté des Chiefs, ce qu'on n'a pas parlé, Didier, c'est qu'à l'attaque, les receveurs, il y a pas mal juste Travis Kelce et Xavier Worthy qui ont attrapé des passes dans ce match-là.
Aucune passe Oui, pour c'est Marquise vrai. Brown, aucune passe captée pour DeAndre Hopkins également. Donc, il va falloir avoir plus de contributions de ces receveurs-là du côté des Chiefs parce que les Bills sont battables par la voie aérienne. Alors, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se destiner. Moi aussi, je vais prendre les Chiefs pour l'emporter. Les Chiefs, s'ils l'emportent, pourraient devenir... en fait, les Chiefs sont la quatrième équipe double championne en titre à accéder à la finale d'association lors de leur troisième année. Et les autres formations qui avaient réalisé ce fait down avaient toutes perdu, pardon, en finale d'association. Donc, il n'y a vraiment jamais aucune de ces trois équipes-là qui ont atteint le Super Bowl. Les Chiefs pourraient être la première équipe à le faire. Et je pense que ça va arriver parce que justement, on a ce petit quelque chose euh, dans les grands moments qu'on fait qu'on joue notre meilleur football au moment opportun. Puis je pense que même l'aspect de la foule également, le fait que ce soit à domicile, je pense que c'est ça qui va faire la différence, encore une fois, du côté des Chiefs. Un peu dommage parce que Josh Allen, je l'adore. J'adore les Bills. J'adore Josh Allen comme corps, mais je pense qu'on va encore une fois mordre la poussière en fin de semaine. Et oublie pas les officiels, oublie pas les arbitres aussi, là. En plus, je porte du rouge, hein, ben c'est pas aux couleurs des Chiefs de Kansas City. Oui, 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 oui. Septième présence consécutive en finale d'association pour les Chiefs. Ah, ça, Je c'est ne sais pas à quel incroyable, point. hein? Ouais, on n'en parle pas assez à quel point c'est une statistique tout simplement incroyable. Ouais. Ouais, parce qu'on a été gâtés par les Patriots. Tu sais, les Patriots nous ont habitués de se présenter régulièrement en finale de conférence et au Super Bowl. Là, c'est comme si le flambeau a été passé aux Chiefs de Kansas City, mais Patrick Mahomes, depuis qu'il est carrière partant des Chiefs, il a au moins participé à la finale de conférence à toutes les saisons. Si c'est pas la Ouais. finale de conférence, c'est une participation au Super Bowl. Ça, c'est tout à fait incroyable. Yes, yes, yes. Puis je pense que ça va se continuer. On va s'en aller. J'aimerais ça voir ça, honnêtement. Trois Super Bowls consécutifs. Je pense que c'est ça que Travis Kelce attend pour prendre sa retraite. C'est mon avis. Ouais, ben c'est toujours bien de voir quelque chose qui s'est jamais produit dans l'histoire, là, au détriment des gens, des haters, des Chiefs de Kansas Mm, City, de ceux qui veulent pas voir les Chiefs connaître du succès. Mais effectivement, non, ça serait bien. Tu sais, moi, je regrette toujours le fait que les Patriots de 2007 n'ont pas été capables de gagner le Super Bowl après leur ouais. saison régulière parfaite. Moi, je voulais vraiment assister à une page d'histoire. Puis bon, les Giants de New York avaient d'autres plans. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver. Déjà, s'ils sont en mesure de battre les Bills, comme tu viens de le mentionner, ça va être une page d'histoire en étant en mesure de participer à un troisième Super Bowl de suite après en avoir gagné deux. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver dimanche soir au Arrowhead. Parlons maintenant des équipes éliminées en rafale. Commençons par les Texans qui, bon, ont été défaits par les Chiefs, justement. Du côté des Texans, Didier, on est peut-être à une ligne à l'attaque améliorée de connaître du succès ou d'avoir un long parcours éliminatoire. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben, je suis d'accord avec toi, ça doit être une priorité là, de régler ce problème-là qu'on a du côté de notre ligne à attaque. Puis il y a même Larry Tunsil, le bloqueur à gauche, étoile, qui n'a pas connu une grande saison du côté des Texans de Houston. Donc oui, il faut améliorer notre ligne à attaque. Le groupe de receveurs aussi, Marc-André, hein, Tank Dell, qui a subi une grave blessure à un genou, il va probablement rater le début de la prochaine saison. Stephen Diggs, bon, il est dans la trentaine maintenant. Il a subi lui aussi une grave blessure à un genou, ce qui va être le même joueur, j'en doute, parce que c'est un receveur de passe qui avait déjà ralenti. Je me souviens qu'on en avait parlé, toi et moi, l'année dernière, lors de sa deuxième moitié de saison, lorsqu'il portait toujours les couleurs des Bills. Il n'était pas vraiment le même joueur qu'il était auparavant, plutôt au cours de sa carrière. Donc, oui, on va devoir améliorer ça. Puis il y a Bobby Slowick, le coordonnateur offensif des Texans. Je pense que le métier est rentré là, face à Steve Spagnuolo. Parce que comme je le disais, Spagnuolo a attaqué la protection des Texans de Houston. Et puis, Bobby Slowick s'est jamais ajusté. OK? Il ne s'est jamais ajusté au cours de la rencontre. Alors, pour lui, qui est très jeune, là, il est âgé seulement de 37 ans, je pense que le métier rentre. Alors, j'espère qu'ils vont avoir appris de ça. Mais l'avenir est bien là, du côté des Texans. Bien sûr, avec CJ Stroud, on va voir s'il pourra être plus productif la saison prochaine qu'il ne l'a été durant la saison régulière. Il a connu une saison régulière décevante. Il y a eu des moments où il ne jouait pas bien. Mais quand même, c'est juste sa deuxième année dans la NFL et il a été capable de mener les Texans à une victoire en éliminatoire lors de ces deux premières années. Alors ça, c'est vraiment pas peu dire. Je crois que l'avenir est beau là, du côté des Texans de Houston. Avec D'Amico Ryan, tu sais que la défense va être solide à tous les ans.
Alors, ouais, pour moi, c'est ça mes priorités. Là. Du côté des Texans, vraiment la ligne à attaque, la position de receveur, et puis Bobby Slowick qui gagne en expérience. Je crois que l'attaque, si on peut améliorer, ces deux positions devraient être meilleures la saison prochaine. Et la section sud de l'Association américaine qui est quand même. Je pense que les Texans vont être dans le coup pour le premier rang, vont se battre pour le premier rang pour encore quelques années. Les Jaguars sont en éternelle reconstruction. Les Titans, ça ne sera pas l'année prochaine non plus. Donc, on va pouvoir batailler peut-être avec les Colts, là, puis même les Colts, parfois, c'est difficile. Je pense que les Texans peuvent être dans le coup, dans le portrait des éliminatoires pour encore plusieurs saisons Oui. dans cette division-là. Côté des Lions maintenant, Didier, est-ce que les Lions ont choisi un mauvais moment pour connaître leur pire match de la saison? Ah, ben, il y a plusieurs facteurs, hein. Un des grands facteurs de l'élimination des Lions, ben, ce sont les nombreux blessés. On en a parlé pendant toute l'année. Là, la rencontre commence, puis on perd immédiatement notre meilleur demi-coin, Amik Robertson, qui avait subi une fracture à un bras. Alors, dès le début de la rencontre, c'est possiblement le joueur qu'il fallait pas perdre là, du côté des Lions de Détroit, là, tu sais, en raison déjà du fait qu'on était décimé par les blessés du côté de l'unité défensive. Jared Goff, bon, les revirements, son revirement à la fin de la première demi, là, celui-là a vraiment fait mal dans la zone des buts, interception réussie par Mike Saristil. Puis bon, on voit des images hein, de Dan Campbell, des photos de lui, la mine complètement défaite après la rencontre. Euh, le fait qu'on s'est fait pénaliser pour avoir trop d'hommes sur le terrain, 12 joueurs sur le terrain. Oui, c'est vrai, ça relève de l'entraîneur-chef. Puis après la rencontre, ben, Dan Campbell, il a pris le blâme pour ça. En même temps, c'est qu'il y avait tellement blessé du côté de l'unité défensive, à un moment donné, il y a de la confusion là, qui se fait sur les lignes de côté lorsqu'il y a autant de blessés. Des fois, tu as un joueur qui n'est pas supposé être sur le terrain, il pense qu'il doit être sur le terrain, puis il remplace un autre joueur, mais il ne doit pas être là au sein de cette formation-là. Donc, je peux comprendre, mais ça relève de l'entraîneur-chef. Mais ça pour dire, pour une deuxième année de suite, ben là, Dan Campbell, il pointait du doigt après l'élimination des Lions, puis c'est pas juste lui, là. On s'entend avec des nombreux blessés et les revirements. Cette décision-là a eu un impact. Alors, j'ai hâte de voir ça, les Lions, l'année prochaine, Marc-André, parce que là, on a déjà perdu Ben Johnson, qui a été nommé entraîneur-chef des Bears de Chicago, puis on va sûrement perdre Aaron Glenn, qui est coordinateur de la défense. Il y a des rumeurs qu'il envoie peut-être à la Nouvelle-Orléans ou à la barre des Jets de New York. Mais en plus de ça, Marc-André, ils vont sûrement, autant Ben Johnson et Aaron Glenn vont sûrement prendre des entraîneurs adjoints, des entraîneurs de position, ils vont peut-être leur donner des promotions, les amener avec eux. Donc, pour Dan Campbell, il va possiblement devoir rebâtir tout son groupe d'entraîneurs. Justement, parlant de Ben Johnson, qui a accepté la position d'entraîneur-chef chez les Bears, qu'est-ce que tu as pensé de cette embauche-là du côté des Bears? Ben, c'était le mariage, hein, dont, écoute, depuis la fin de la saison régulière, tout le monde disait ben, que Ben Johnson allait se retrouver à Chicago. C'est effectivement le cas. À chaque fois que tu sais, quelqu'un qui n'a pas été entraîneur-chef est nommé entraîneur-chef, en fait, pour la première fois, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Parce que oui, Ben Johnson est un bon coordinateur à l'attaque. Bon, malgré qu'il y a eu la malheureuse idée de tenter un jeu truqué en demandant à Jameson Williams de tenter une passe à un moment critique de la rencontre avec la saison en jeu. Ça, j'ai vraiment pas compris ça. C'est une chose qu'on sait de la part de Jameson Williams, c'est un, qu'il n'a pas de jugement. Hein? Puis là, il n'y en a pas eu sur ce jeu-là. Puis le receveur n'était pas libre. Il a Ouais. quand même décoché la passe. Alors, je ne sais pas à quoi qu'il a pensé. Euh, mais ça, oui, un très bon coordonnateur à l'attaque, beaucoup d'imagination. Est-ce que ça fait de toi un bon entraîneur-chef? Non. La mission première, ça va être justement de bien encadrer Caleb Williams, mais une fois que tu deviens entraîneur-chef, tu peux pas juste se concentrer sur le développement du carrière. Tu dois être un leader, tu dois être un meneur d'hommes, tu dois diriger l'équipe, bien gérer la rencontre, les temps d'arrêt, les situations, le football de situation et tout. Ça, honnêtement, on n'a aucune idée si Ben Johnson est capable de ces choses-là. On va voir, on va devoir attendre la prochaine saison, mais il était le candidat numéro un pour plusieurs équipes. C'était la belle du bal avec qui tout le monde voulait danser. Chose certaine, il a fait Ouais, même passer les Lions d'une des. Tom Brady voulait danser avec Oui, lui. oui. Et apparemment, il a essayé de le convaincre, hein? Puis ça n'a pas Ouais, mais fonctionné. il a bien fait. Je pense que sa priorité, c'était de se trouver une formation qui avait déjà un quart. Fait que Caleb Williams, c'était une bonne idée selon moi. Chose certaine, c'est qu'il a fait passer les Lions d'une des pires attaques à l'une des meilleures de la Ligue. Jared Goff, en 3 saisons avec Ben Johnson, une moyenne de 450 verges par la passe.
32 passes de toucher, seulement 10 interceptions en 3 ans. De parler de sa créativité, moi, c'est ça qui, écoute, c'était dans notre ADN, les Lions. Oui, on s'est brûlé peut-être avec ce jeu-là en fin de semaine, mais il était tellement créatif. Tu sais, la fameuse feinte d'échapper le ballon de Jared Goff, puis des joueurs de ligne qui deviennent des receveurs. On a fait on a rendu, comment il s'appelle le joueur de ligne là, qui est une vedette à Détroit en ce moment? Là? Je sais que Pierre Cheval Ah, l'adore, j'ai oublié Dan son nom. Skipper. Dan Skipper. Dan Skipper, Ouais. exactement, c'est devenu des vedettes, mais c'est ça aussi, tu sais, on a l'air de s'amuser sur le terrain, je pense que c'est ça l'important. C'est sûr que, bon, comme je te dis, on s'est brûlé en fin de semaine, mais je pense que Ben Johnson va avoir en tout cas plusieurs choses, plusieurs jouets à utiliser dans l'attaque des Bears, Romo Dunze, bref, j'ai hâte de voir. Sauf un petit point qui m'inquiète, par exemple, c'est qu'il n'y aura pas la même ligne à l'attaque qu'il y avait à Détroit. Ah ben ça, c'est Ryan Pace. Ça, c'est au DG là, de finalement améliorer cette ligne à l'attaque-là. Il a ignoré ça la saison dernière. Non, ça commence par ça. Puis c'est ce qu'on a fait à Détroit, souviens-toi, lors du premier repêchage du régime là, qui est en place. On Hmm. a repêché des gros bonhommes, joueurs de ligne à attaque, joueurs de ligne défensive. On doit, on doit copier ça, là, je pense, du côté des Bears, mais je ne sais pas si Ryan Pace est capable de le faire. Là. Parce que pour moi, je l'aurais congédié également à la fin de la saison. On a décidé de le garder, mais il n'a pas démontré qu'il était apte à bien bâtir une équipe de football avec une fondation solide. Mais peut-être, écoute, c'est la première fois qu'il est DG. Peut-être que là, après quelques années, le métier va rentrer. Il va avoir appris de ses erreurs. C'est à souhaiter pour les Bears de Chicago parce que sinon, ça va être une autre saison décevante. Là, puis ça va ralentir le développement de Caleb Williams. Et en passant, souviens-toi, à un moment donné, puis au cours de la saison, avant qu'on passe à une autre équipe, une de mes réactions excessives, c'était que les Bears n'ont pas choisi le bon carrière. Ils auraient dû repêcher Jaden Williams au tout premier choix du repêchage. Après une saison, on peut dire qu'effectivement, on n'a pas repêché le bon carrière. Parce que Daniels, il est meilleur que Caleb Williams. On va voir dans 3 ans, mais pour le moment, c'est Daniels. Puis je pense qu'il n'y a même pas de conversation à avoir là-dessus. Tu l'as appelé Jaden Williams. T'as comme pris c'est la recrue Ah oui, ultime. T'as comme fait un mégazord avec ça. C'est quand même drôle. Non, mais ça pour non, dire, moi j'ai trouvé un peu. la recrue ultime, c'est Jaden Daniels. Il n'y a pas besoin d'aide de Caleb Williams. C'est Jaden C'est Daniels, la bon. recrue ultime. C'est bon. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est peut-être un affront un peu aux Jaguars de Jacksonville, parce qu'on avait quand même Trevor Williams. Le gars, Ben Johnson, c'est un gars qui vient de la Trevor Caroline du Lawrence. Sud. Je veux dire J'ai Trevor dit quoi? Williams. Toi aussi, t'as fait la même erreur. C'est un gars de la Caroline, qui vient de la Caroline du Sud. Bref, il aurait pu retourner à la maison, puis on a décidé de travailler avec les Bears dans le fond. Il a décidé même de travailler dans la section nord de la nationale aussi, où on va voir les Lions 2 fois, les Packers 2 fois, les Vikings 2 fois, au lieu d'aller voir avec les Jaguars. Donc, moi, je pense que c'est un affront aussi aux Jaguars de Jacksonville à quel point cette équipe-là est mal dirigée, est mal... l'état-major, c'est un peu un fouillis également en ce moment. Donc, j'ai trouvé, moi aussi, que de choisir les Bears au détriment d'autres équipes. Je sais que les Jags avaient été intéressés aussi par Ben. Ben tout le monde était intéressé, mais les Jags étaient intéressés aussi. Donc, j'ai trouvé, moi aussi, que les Jaguars, vraiment, ça prouve à quel point cette équipe-là manque de sérieux, je trouve, un peu en ce moment. Mais n'oublie pas, Jacksonville a gardé son déjà en place, hein, Trent Baalke. Ouais. Alors, qui sait, peut-être que Ben Johnson, peut-être qu'il était intéressé à Trevor Lawrence, peut-être qu'il n'est pas intéressé qu'il ne l'était pas, mais également, peut-être qu'il n'avait pas d'intérêt afin de travailler avec Trent Baalke, parce que là, il va se jumeler à Ryan Pace, peut-être qu'il s'entend mieux avec Pace. Donc, il y a ce facteur-là. Tu sais, quand tu gardes le déjà en place, peut-être que ben ça Mm. refroidit les candidats, des candidats potentiels au poste d'entraîneur-chef aussi. Hein. C'est un peu ce qui laisse sous-entendre aussi, on trouve, dans ses commentaires, que justement, le DG faisait peut-être pas, c'était peut-être pas son souhait de travailler avec Baki, qui est, parenthèse, selon moi, l'un des pires DG de la Ligue, mais ça, c'est une autre histoire. Pour terminer, pour conclure sur les Lions, j'avais une petite stat du Jared Goff à vous proposer. Il a une fiche de une victoire et 23 défaites lorsqu'il perd par 10 points ou plus à la demi d'un match en saison régulière et éliminatoire inclus. La seule victoire, c'était cette année contre les Texans. Donc, Jared Goff, peut-être, il connaît de bons moments en saison régulière, mais lorsque le temps est de livrer la marchandise, quand le match est serré, ou d'effectuer, mettons, des retours dans un match, c'est peut-être pas le bon corps arrière à avoir dans sa formation. Ouais. Il n'a pas un bon historique. Non, non.
Parlons des Rams maintenant. Qu'est-ce qu'on a découvert des Rams? C'est qu'on va avoir un front défensif assez dominant. J'ai bien aimé. On pensait qu'Aaron Donald, on allait pleurer sa perte pendant plusieurs années. Je pense que le front défensif a été reconstruit assez aisément du côté des Rams. Et c'est ça, j'aimerais t'entendre là-dessus sur la conclusion de la saison des Rams. Je pense que c'est une saison qu'on peut dire qu'elle a été couronnée de succès avec ce parcours éliminatoire-là du côté des Rams. Oui, surtout, souviens-toi, les Rams ont commencé avec une fiche d'une victoire et quatre défaites. La date limite des transactions s'en venait. Il y avait des rumeurs qu'on envoyait Cooper Cup avec quelques équipes. On croyait qu'il allait être échangé. À un moment donné, il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait avec les Steelers de Pittsburgh. Alors que du côté des Rams, on a dit non, on n'a pas conclu de transaction, puis on s'est mis à gagner. Là. Puis c'est Sean McVay. Sean McVay, clairement, un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Je pense que, bon, c'est pas une nouvelle, ça, on le sait, mais même lorsque je regardais au niveau des stratégies en attaque des Rams, les Rams ont laissé beaucoup de jeux sur le terrain à Philadelphie. Hein. Il y a eu des passes échappées, notamment par Puka Nacua. On dirait que les Rams étaient plus dérangés par par la température que les Eagles, ce qui est normal. On vient de Los Angeles, on joue dans un stade couvert habituellement. Mais ça a eu un impact dans le match. Mais les jeux sélectionnés par McVay fonctionnaient. Les passes ont été échappées et Matthew Stafford a raté des passes, a raté quelques passes lorsque ses receveurs s'était libéré. Pour en venir à la ligne défensive, tu as mentionné très talentueuse, hein, avec Jared Verse. Malheureusement, Braden Fisk s'est blessé trop dans le match. Mais ça a été une belle trouvaille en deuxième ronde au repêchage. On a du talent. Mais par contre, il faudrait ajouter un peu de muscle à ce front défensif Hum, parce que là, ça fait deux fois qu'on se fait traverser au sol par Saquon Barkley, plus de 200 verges. On a un front qui est très rapide. C'est un des meilleurs fronts pour presser les carrières adverses. Par exemple, Sam Darnold la semaine précédente. Ouais, c'est bien les Vikings que les Rams ont éliminé. oui, Ou je me oui, mélange, oui, hein? oui, Ouais, oui, c'est oui, ça. oui, Bon. oui, oui. Oui, c'est ça. 9 sacs qu'on a réussi aux dépens de Sam Darnold. Donc, c'est ça. Mais peut-être trouver des bloqueurs qui sont gros, des bloqueurs format géant. Il faudrait ajouter un peu de poids au sein de ce front-là pour être plus solide contre le jeu au sol. La question de savoir qu'est-ce qui va arriver avec Matthew Stafford. Hein? Je ne sais pas si tu as vu ses propos après la rencontre. Il a dit qu'il allait prendre du temps afin de penser à son avenir. Il est âgé de 36 ans. Il a subi des blessures au cours de sa carrière, s'est fait tabasser énormément, mais il demeure quand même un carrière de premier plan. Mais ça va être à suivre, ça. Est-ce qu'il va vouloir poursuivre sa carrière? Ça, c'est le dossier numéro un, je crois, du côté des Rams. Mhm. Mais les Rams, le DG Lessing nous a démontré qu'il est capable de dénicher des très bons joueurs au repêchage. Et le dossier numéro 2, est-ce que c'était le dernier match de Cooper Cup dans l'uniforme des Rams aussi? On peut se poser la question. Bref, Ouais, hein? plusieurs questions sans Ouais, il semble réponse que pour le oui, moment du côté possiblement. des Rams. Ouais, Mhm. Ouais, ouais, effectivement. ouais. Mon chapeau d'analyste fantasy vous dirait que Jordan Whittington l'année prochaine, si Cooper Cup n'y est pas, Ah, tu as déjà dans peut-être ta mire? déjà un bon ajout. Bref, parlons maintenant des Ravens. Oh, on vient de voir la photo de Matthew Stafford, il est un peu tard, mais parlons des Ravens. Peut-être une Bon, une dernière fin, fois dans l'uniforme des Rams. oui. Parlons des Ravens, fin de saison vraiment. Bon, encore là, un goût amer cette fin de saison-là. Je pense que les trois revirements, on parle beaucoup de l'échappée de Mark Andrews en fin de match, mais au-delà de ça, les trois revirements ont vraiment coûté la victoire aux Ravens, selon moi. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Puis Lamar Jackson, j'ai aimé les propos de Lamar après la rencontre. Là. Lui, d'aucune façon, il voulait blâmer Mark Andrews. Il a dit, écoute, sans Mark Andrews, on ne se serait pas rendu là. Surtout, il a reconnu le fait qu'il a été victime de deux revirements en première demi. Encore une fois, lors de matchs éliminatoires, Lamar a essayé de trop en faire. Là. Surtout lors de son échappée qui a été recouvrée par Von Miller. Ça, c'est l'image parfaite là, de Lamar qui tente de trop en faire. Il y avait un joueur qui l'avait saisi par une cheville. Au lieu d'accepter d'être victime d'un sac du corps, il a essayé de se démoner, puis là, il a échappé le ballon. Puis peut-être un revirement de moins, ça aurait fait en sorte que les Ravens auraient gagné le match. Alors ça, c'est vraiment dommage du côté de Lamar Jackson. Ça a été une défaite d'équipe. Il y a Todd Monken qui, à un certain moment donné, ne donnait plus le ballon à Derrick Henry près de la zone des buts Mhm. où on courait plus avec Derrick Henry. Puis là, ça, c'est en première demi. Là, en deuxième demi, comme par magie, on a commencé à remettre le ballon à Derrick Henry. Puis là, l'attaque des Ravens, elle a trouvé son rythme. Malheureusement, la passe échappée de Mark Andrews, c'est ce qu'on va retenir de cette défaite du côté des Ravens de Baltimore. Mais écoute, je pense du côté des Ravens, on a une des meilleures équipes de la NFL.
c'est juste d'exécuter lorsqu'on arrive en match éliminatoire. C'est une question que Lamar n'essaie pas de trop en faire. Il a quand même eu de bons moments, hein. Il a complété de bonnes passes. Une autre chose que j'ai pas vue du côté des Ravens, Marc-André, on n'a pas vu réellement de jeux de course avec Lamar, des jeux de course planifiés, là, à moins que Mhm. je me trompe, il n'y en a pas eu. Encore une fois, Todd Monken, tu sais, on avait dû le pointer du doigt après la défaite des Ravens contre les Chiefs l'année dernière en éliminatoire. Puis là, il y a eu des lacunes de sa part au niveau de sa sélection de jeu. Alors, c'est ça, la sélection de jeu de Todd Monken, les revirements, comme tu as mentionné. C'est Et vraiment ça là, qui a fait mal. Vas-y, ouais. on avait tellement couru avec Lamar Jackson contre les Steelers en plus la semaine précédente. Je peux pas croire qu'on n'a Oui, pas utilisé à tout le moins ce petit bout de cahier de jeu-là pour le refaire ou le tenter. Écoute, je vais te poser une question. Est-ce que tu aurais couru avec Lamar Jackson ou Derrick Henry sur la tentative de 2 points au lieu de passer à Mark Andrews en fin de match? non, écoute, le jeu a fonctionné. Le jeu a fonctionné, même avant le jeu, en compagnie de Mathieu et Bruno en studio. Tu sais, on se demandait quel jeu qu'on doit utiliser. Puis, je sais que Mathieu et moi, on disait, ben, il faut faire déplacer Lamar. Un jeu de passe, afin de donner une option de course à Lamar à l'intérieur de ce jeu-là. C'est exactement ce qu'on a fait. On a déplacé Lamar vers la droite. Est-ce que c'est la passe la plus précise? Non, mais c'est la NFL. Mark Andrews se doit d'attraper cette passe-là, là, puis lui-même, il l'a reconnu. Alors non, j'ai aucun problème avec ce choix de jeu dans cette situation-là, là, sur le converti de 2 points. Par contre, encore une fois, j'aurais aimé des jeux de course avec Lamar. Puis c'est tellement un bon point que ce que tu as dit. Contre les Steelers, on a commencé la rencontre en courant avec Lamar. Des jeux de course planifiés, là, pas de l'improvisation. Ça peut permettre à Lamar de trouver son rythme, au moins de calmer ses nerfs, tu sais, en courant avec le ballon en début de match. On n'a rien fait de ça du côté des Ravens de Baltimore. Là. C'est dommage, c'est une opportunité ratée, mais écoute, il faut donner crédit aux Bills de Buffalo. Les Bills ont gagné la bataille de la robustesse. Buffalo a très bien joué. Alors, je ne veux rien enlever aux Bills qui méritent amplement de remporter ce match. Bref, ça fait le tour des équipes éliminées, Didier, pour notre tour d'horizon. Place maintenant au final d'association. J'ai bien hâte de voir ces deux affrontements-là. Ces deux affrontements-là, pardon, oui, dimanche. Ouais, quelles seront les deux équipes qui vont s'affronter à la Nouvelle-Orléans lors du Super Bowl? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, comme je te dis, mon cœur est avec les Commanders. Mon cœur et ma tête, j'ai même choisi les Commanders afin de l'emporter. Mon cœur est avec les Bills, mais j'ai choisi les Chiefs pour gagner. Alors on verra si on aura droit à un Super Bowl entre les Commanders et les Chiefs ou si les Bills seront de retour au Super Bowl pour la première fois depuis les années 90, lorsqu'on avait perdu 4 fois lors de la grande finale. Bref, il faut juste patienter. Alors, Marc-André, écoute, je te remercie pour ta contribution pour cet épisode du podcast. On remercie bien sûr Benjamin Saint-Just des Commanders de Washington et aux gens qui téléchargent le podcast, qui le regardent sur la chaîne YouTube. Mais je vous invite à liker justement nos publications, les épisodes du podcast sur YouTube et à partager également le lien de la chaîne YouTube et également de Spotify sur Spotify pour le podcast. Écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine alors qu'on saura l'identité des deux équipes qui vont s'affronter au Super Bowl.